Ça, c'est Youssou Ndour. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. La peur s'est installée ce matin à Saint-Louis dans les logements sociaux de Khariala. Un vent violent a emporté toutes les tentes de fortune installées pour reloger les 210 familles de Guet-Ndar et Santhiaba. Les sinistrés demandent à l'État des solutions d'urgence. Tierno Bokoum démissionne du parti Réumi. Le désormais ancien collaborateur d'Idrissa Seck évoque une convenance personnelle. Il compte mettre en place une plateforme qui prendrait en charge les préoccupations des Sénégalais. Rentrée scolaire pour les enseignants ce 4 octobre. Au même moment, les élèves mettent alerte les autorités sur leur situation. Ils réclament le décret fixant leur statut avant de rejoindre les salles de classe. La RTP ne va plus délivrer de fréquences radio dans la région de Dakar. C'est son directeur général qui l'annonce. Abdou Karim Sall préconise la radio numérique et le toilettage de certaines fréquences. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Pape Amadou Ndiaye, directeur général de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Il sera avec Mahmoud Ibra Kane en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Panique à Saint-Louis ce matin dans les logements sociaux de Khariala à Ngalel où vivent les sinistrés de l'avancée de la mer. Un vent violent a emporté toutes les tentes de fortune installées depuis quelques jours dans le site pour reloger les 210 familles de Guet-Ndar et Santhiaba. Les sinistrés ont lancé un cri du cœur pour que l'État apporte des solutions d'urgence. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Plus de 80 familles vivent ici dans les logements sociaux de Ngalel. Ces sinistrés de la langue de Barbarie ont frôlé le pire après le vent violent qui les a surpris dans la matinée du mercredi. La mairie nous a amenés dans ce site où il n'y a aucune condition de vie. Les jeunes nous ont sauvés aujourd'hui après ce vent violent qui a emporté toutes les tentes de fortune. Le vent a ravagé tout sur son passage. Ce qui nous fait mal, c'est le fait que la commune nous a amenés dans ce lieu où il n'y a rien. Le président Macky Sall doit nous aider car nous vivons dans l'insécurité. Ces familles sinistrées de Guet-Ndar et Santhiaba réclament de meilleures conditions de vie dans un site qui manque presque de tout. En nous, nous vivons en danger permanent. Nous sommes dans l'insécurité et il appartient aux autorités locales de prendre les mesures d'urgence pour nous reloger dans d'autres sites. Comme vous le savez, il y a ici toutes les couches vulnérables. Les sinistrés de la langue de Barbarie sont aujourd'hui exposés à tous les dangers et lancent un cri de cœur par rapport à cette situation désastreuse. Le cri de cœur qu'on lance à l'État, c'est de venir au bout de nos besoins, c'est-à-dire nous mettre dans un endroit où on peut vivre en sécurité avec nos femmes et nos enfants. On veut qu'on nous reloge quelque part, c'est le souhait le plus ardent. Bon, les autres, c'est bien bon, on en remercie. À Guet-Ndar, plus de 210 familles sont touchées par l'avancée de la mer. Aujourd'hui, elles demandent le soutien de l'État du Sénégal pour de meilleures conditions de vie.
Politique à présent, Thierno Bocoum n'est plus militant du parti Rewmi. Il a démissionné pour convenance personnelle. Thierno Bocoum dégage un revers de main toute divergence avec sa formation politique. Il va mettre en place une plateforme qui regroupe citoyens sénégalais et de la diaspora pour continuer son action politique. Dissa Prera, Modou Diop. La nouvelle est tombée à la surprise générale. Thierno Bocoum quitte le parti Rewmi. Le désormais ex-compagnon de Idrissa Seck donne les raisons de sa démission surprise. La première chose est que je suis sorti de Rewmi. Je suis entré libre. J'en sors également par convenance personnelle. J'ai eu à discuter avec le président Idrissa Seck, à qui je renouvelle toute mon amitié. Thierno Bocoum est-il frustré de ne pas être investi par son parti? L'intéressé dégage en touche. On est frustré parce qu'on n'est pas député. On sort chercher un autre poste. Donc ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est continuer nos combats. Nous avons des combats de principe, des combats de valeur. Et nous assumons véritablement notre attachement au principe. Après cette démission surprise, peut-on s'attendre à voir Thierno Bocoum avec le parti au pouvoir? Et dans quel cadre compte-t-il poursuivre son action politique? L'ex-député donne des réponses. Thierno Bocoum est en face du pouvoir. Thierno Bocoum est dans l'opposition. Autrement, c'est que quel que soit le cadre, nous allons bien entendu évoluer petit à petit, mais quel que soit le cadre, nous avons l'énergie, la volonté, l'engagement, le patriotisme qu'il faut pour mener ces combats-là jusqu'au bout. Thierno Bocoum a tenu à rendre hommage à Idrissa Seck, son ex-leader. L'homme a déjà lancé une plateforme dans le web qui s'appelle « Restons en contact » où il appelle la jeunesse à s'engager avec lui. Dissa Prera, cette démission de Thierno Bocoum est-elle vraiment une surprise? Élément de réponse dans cet élément signé Adi Atala. Une démission sans surprise. La non-investiture de Thierno Bocoum sur la liste Manko Tahaou Sénégal avait pris de court de nombreux observateurs qui ont considéré ce court-circuit politique comme un coup de jarnac. L'ex-responsable de la communication du parti Rewmi avait annoncé les couleurs, même s'il a par moments fait dans le clair-obscur. Son timide engagement lors de la campagne électorale et son absence de prise de position sur certaines questions en disaient long. Cette démission de Thierno Bocoum n'est que la face visible de l'iceberg. Le parti Rewmi traverse une véritable crise qui n'est pas sans conséquences. Depuis la démission de Pape Diouf, puis d'Omar Sarr, Abdourahmane Diouf, le porte-parole du parti, brille par son absence dans les débats depuis quelque temps. Samba Bathily crée la Fronde à Thiès, où Oulimatou Seck, responsable départemental des femmes de la Médina, précède Thierno Bocoum, qui aujourd'hui rompt les amarres avec son ancien mentor, Idrissa Seck, avec qui il a cheminé depuis la naissance du parti Rewmi, porté sur les fonds baptismaux dans la douleur. Après la démission de Thierno Bocoum et d'autres cadres du parti Rewmi, son ancienne formation politique va-t-elle faire face aux défections? Va-t-elle opérer des mutations pour arrêter la saignée? Et quel va être l'avenir politique du démissionnaire qui annonce la mise en place d'une plateforme qui réalisera une alternance générationnelle? L'avenir nous édifiera. Autre aspect de l'actualité, démarrage de l'année scolaire 2017-2018, c'est la fin des vacances pour les enseignants. Ils se sont rendus ce matin dans leurs établissements respectifs pour les mises au point avant l'arrivée des élèves prévus pour le 9 octobre prochain. Des élèves sont également venus pour les inscriptions ou le retrait du bulletin de notes. Reportage signé Aminata Mbaresso et Pape Sangoune-Baye. Jour de retrouvailles pour Aminata et Maïmouna. Ces nouvelles lycéennes sont venues procéder aux dernières formalités avant le démarrage des cours. On est venu pour les derniers préparatifs pour s'inscrire et pour prendre nos bulletins. Pour cette première journée à l'école, beaucoup d'enseignants ont répondu présents. Une joie pour ces deux élèves de retrouver leur professeur. Merci à eux. Franchement, ils nous ont bien accompagnés jusqu'en fin d'année. Ça me fait du bien parce que l'année dernière, ils nous ont accompagnés pendant les examens et tout. Oui, ça me fait du bien. Après une pause bien méritée, Aminata et Maïmouna se disent prêtes à retrouver les salles de classe. Ça s'est bien passé, on s'est amusé, surtout avec nos copines et tout. Ça s'est bien passé. On se prépare bien, surtout avec les nouvelles matières et les matières qu'on a supprimées. On prépare bien.
L'année dernière, l'année s'est passée sans grève et tout. Je pense que ça va bien se passer. Ce 4 octobre marque la fin des vacances scolaires au Sénégal. Malgré les travaux engagés dans certains lycées et collèges, les enseignants ont tenu à se présenter. Acte 1 avant le 9 octobre, date fixée pour l'ouverture des classes aux élèves. Les élèves maîtres de leur côté réclament le décret fixant leur statut avant de rejoindre les salles de classe. Ils ont tenu en sit-in ce matin pour alerter les autorités sur leur situation. Ces enseignants rejettent d'ailleurs l'argument du ministre de l'Éducation nationale selon lequel les lenteurs sont dues au dernier remaniement ministériel. Les détails avec Moussa Ngom et Thierno Laurent Mendy. Abdoulaye Ndiaye est enseignant à Kédougou, Keba Ndiaye à Koungheul, Khoudia Silla à Mbour. Comme leurs collègues servant pour certains dans les coins les plus reculés du Sénégal, ils sont au total 9 883 élèves maîtres à ne pas bénéficier d'un statut. Raison de leur désertion des salles de classe pour exprimer leur mécontentement en ce jour de rentrée. Nous ne pouvons pas être dans les écoles parce que tout simplement ce qui nous régit et qui doit nous permettre d'avoir une carrière n'est pas faite par le gouvernement. Parce que le gouvernement a dit qu'il a oublié d'accompagner la réforme qu'il a apportée avec des textes juridiques. Donc actuellement, aucun élève maître ne peut intégrer la fonction publique. Comme nous ne pouvons pas intégrer la fonction publique, nous n'avons pas la tête sur les épaules pour pouvoir enseigner. Un travailleur qui n'a pas de plan de carrière n'en est pas un. Nous ne pouvons pas travailler pour le gouvernement alors que nous ne pouvons pas évoluer. Ce n'est pas une question de sous, mais c'est une question de carrière. Selon Serigne Baytiam, le retard dans la signature du décret serait dû au dernier remaniement ministériel. Une explication qui ne satisfait pas. Nous ne pouvons pas concevoir que le ministre justifie cela par le remaniement ministériel, encore moins par des lenteurs administratives. Parce que nous avons vu récemment des décrets et des lois qui ont été signés et qui ont pour but politique tout simplement, alors que ce décret est une nécessité. Nous avons 9 883 enseignants qui attendent ce décret pour pouvoir être intégrés à la fonction publique. Et pour aussi entamer leur plan de carrière qui est actuellement en jeu. Qualifié de ressources humaines de qualité par le ministre de l'Éducation, le projet de règlement de leur statut est pourtant en léthargie depuis 4 années. Pour l'heure, ces élèves maîtres disent ne pas envisager de rejoindre leur salle de classe en attendant une concrétisation rapide de leurs doléances. Nous ne comptons pas aussi rejoindre les classes tant que ce décret n'est pas sorti. La crise perdure toujours dans les établissements du groupe Yavuz Selim, une situation qui n'enchante pas les élèves, encore moins les parents d'élèves, d'autant plus que la réintégration vers d'autres établissements s'annonce difficile à quelques jours de la rentrée scolaire. Moussa Ngom. Entre procès et décisions administratives, leur établissement cristallise l'attention depuis quelques mois. Si la passe d'armes entre le ministre de l'Éducation, leurs parents et autorités pédagogiques perdurent, les élèves du groupe Yavuz Selim sont pour leur part dans le désarroi et l'incompréhension. C'est l'injustice parce que cette école-là, je suis dans cette école depuis 6e. Et maintenant, ils se réveillent un bon jour, ils disent qu'on va fermer ça. C'est de l'injustice. Pourquoi on ferme ça? Ils disent que, je ne sais pas, on fait partie des trucs de terroristes. Mais c'est pas vrai ça. Oui, on a déjà commencé les cours. Ça me fait du mal. Je trouve pas ça juste. C'est moche, qu'est-ce qu'ils font? Cette situation nous désole. Cet enfant est mon neveu, venu de France pour poursuivre ses études. Pour sa deuxième année ici, vous voyez vous-même comment la situation est devenue catastrophique. Une crise qui continue, une année scolaire floue et dans le pire des cas, une réintégration dans d'autres établissements qui s'annonce difficile. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles et ils n'acceptent pas qu'on vienne là-bas. Donc, on ne sait pas quoi faire. Maintenant, il y a beaucoup d'élèves qui disent qu'ils vont arrêter parce que c'est plein d'âge. On a déjà payé les droits d'inscription et on ne sait même plus quelle solution adopter à l'heure actuelle. Nous appelons l'État à faire preuve de compréhension car c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Sur les 3000 élèves que compte l'établissement, près de 2500 auraient déjà payé leurs frais d'inscription et démarré leurs cours. Le bras de fer continue, mais l'espoir d'un règlement en attendant le verdict de la justice n'est pas encore fini chez parents et élèves. Il faut passer à nous d'abord. Parlons de toute autre chose à présent avec les 127 ex-travailleurs de Diplôme bientôt dans la rue. Ils comptent protester contre la direction de leur entreprise. Celle-ci a introduit un appel non suspensif à la décision du tribunal, les intégrant dans leurs droits. Les contestataires exigent la réintégration, leur indemnisation. Ils dénoncent également le recrutement d'un personnel non qualifié. Ils ont fait face à la presse au siège de l'UTS à Pékin.
Nous écoutons à ce propos Ousmane Boyan, délégué du personnel de Diplôme, et Sakura Ndoye, secrétaire général de la métallurgie, tous deux interrogés par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons saisi le tribunal du travail. Le juge des référés a rendu une ordonnance du 13 septembre 2016, condamnant Diplôme à réintégrer tous les délégués du personnel à leur poste de travail respectif, sous astreinte de 75 000 francs par jour et par travailleur. Depuis 6 mois, Diplôme refuse catégoriquement de se conformer à cette décision de justice. L'activité qui est menée à l'intérieur de la CITRA, à savoir la récupération des bonbons de gaz avec un personnel non qualifié pour ce genre de travail, ce qui peut constituer un réel danger pour les ménages. Nous avons interpellé lors de notre dernière conférence de presse, et nous interpellons encore, les associations des consommateurs, le directeur du commerce intérieur, le ministre du Travail pour prendre les dispositions idoines pour le risque que ces dispositions des bonbons de gaz peuvent causer. Nous avons saisi le président de la République depuis l'année dernière. Il n'a pas encore réagi officiellement, mais nous pensons que si on se fait entendre avec les familles dans la rue, je pense que le dossier pourra rapidement avancer. Donc, pour vous dire que nous avons pris l'engagement avec les travailleurs depuis le début et nous nous engageons à aller jusqu'au bout. Nous allons à Thiénaba, c'est dans le département de Thiès. Des cultivateurs des 4 villages de la commune ont tenu un sit-in pour dénoncer la boulimie foncière qui secoue leur localité. Ils s'insurgent contre le maire de Thiénaba, Talla Diagne, qui, disent-ils, a octroyé près de 600 hectares de leurs terres en promoteur privé sans concertation. Selon ces cultivateurs, tous leurs champs sont menacés. Le maire de Thiénaba, lui, de son côté, soutient qu'il y a eu délibération du conseil municipal. On voit tout cela avec nos correspondants Anta Diop et Seyla Tia. Ils sont venus de la plupart des villages de la commune de Thiénaba pour crier le ras-le-bol. Les habitants de Keur Demba Anta, Mbayen, Keur Khardjé et Demodje ont tenu un sit-in pour dénoncer l'octroi de 600 hectares de leurs terres cultivables par le maire Talla Diagne à un promoteur privé. Aujourd'hui, le maire veut leur extorquer 600 hectares de terre sans délibération, sans concertation, pour nous dire que je vous ai extorqué 600 hectares que je vais remettre à un certain Babacar Fall, un promoteur immobilier. Nous n'avons que nos terres. On ne va pas nous transformer en chômeurs sur nos propres terres. Nous ne l'accepterons pas et nous ne l'accepterons pas. Le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, la société civile, le khalife général de Thiénaba, tous sont informés de la situation. Informé de la situation, le coordonnateur régional du Forum civil à Thiès s'est dépêché sur les lieux pour défendre la cause des populations plaignantes. Il faudrait d'abord, à la base, parce que c'est les articles 6 et 7 du Code général des collectivités locales qui disent qu'il faut des cadres de concertation pour tout projet de développement, pour tout projet structurant allant vers les populations. Et dans le cas précis, selon les informations que nous avons reçues, le maire a pris une délibération fictive, sans d'abord le consentement libre des populations, éclairé aussi, sans l'avis du conseil municipal, qui est l'organe délibérant, parce que le maire n'est qu'un organe exécutif. Donc nous sommes venus pour les accompagner dans le cadre d'abord de l'assistance juridique, pour que les choses se déroulent selon les textes et règlements en vigueur, mais dans le cadre aussi du plaidoyer documenté, mais dans le cadre aussi de la médiation. Interpellé sur la question, le maire de Thiénaba Talla Diagne tente de clarifier le débat. Il soutient que sur les 46 conseillers de l'institution municipale, les 44 ont voté pour. Et il promet d'apporter d'autres éléments de réponse dans les prochains jours. Les 5 communes de Fimela, Loul-Sessène, Dilas, Diofior, Fimela et Palmarin veulent prendre leur destin en main et ils ont mis en place la fédération intercommunale du Sine occidental avec comme partenaire l'État du Sénégal et Limoges Métropole en France. Là-dessus, nous écoutons Louis Sec, maire de Palmarin et président de DISO, au micro de Cheikh Anta Diop et Mamadou Gueye. L'intercommunalité, c'est prévu par les textes, notamment cette loi sur l'acte 3 de la décentralisation en ses articles 16, 17, 18 et 19 qui disent que les collectivités locales peuvent coopérer entre elles, échanger entre elles ou bien avec l'État ou bien même avec d'autres collectivités locales étrangères. Donc nous avons voulu profiter justement de cette disposition au niveau de la loi, c'est-à-dire le code sur la décentralisation,
et mettre en place, disons, une association de nos communes respectives. Parce que nos communes, c'est des petites entités qui, elles, toutes seules, ne peuvent pas aller loin. Mais ensemble, elles peuvent aller plus loin et ensemble, elles peuvent développer plus de coopération avec d'autres collectivités locales. Mais également, toutes les potentialités qui existent ailleurs dans une autre collectivité locale, mais qui n'existeraient pas, mais au profit de tout le monde. Nous avons la même culture, nous avons le même environnement. Donc, aller ensemble et gérer tout sur notre territoire, je pense qu'il n'y a pas meilleure occasion, meilleure opportunité que de nous fusionner, c'est-à-dire d'être en intercommunalité. Mais notre premier partenaire, c'est bien sûr l'État du Sénégal, qui a prévu cette disposition au niveau de la loi et qui sûrement mettra les moyens pour appuyer ce genre d'initiative. Ensuite, il y a d'autres collectivités locales, notamment étrangères. Et là, on est en voie de signer une convention de partenariat entre notre intercommunalité, c'est-à-dire la FISO, et l'intercommunalité Limoges Métropole en France. Je vous l'annonçais également dans les titres, aucune fréquence radio ne sera délivrée dans la région de Dakar. C'est la directeur générale de l'ARTP qui l'annonce. Abdou Karim Sall préconise à la place la radio numérique terrestre ou le toilettage de certaines fréquences. Et il s'exprimait lors d'un séminaire sur les procédures liées à la gestion des fréquences. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Plus d'attribution de fréquences radio pour la région de Dakar. Le spectre des fréquences est saturé. Une révélation du DG de la RTP lors d'une rencontre sur la gestion des fréquences au Sénégal. Il existe 457 fréquences attribuées au Sénégal, fréquences FM, pour un total de 276 radios, dont 222 radios communautaires, 48 radios commerciales, et 6 radios internationales. Je disais tantôt que les fréquences ne sont pas extensibles à l'infini. Et d'ailleurs, il faut le constater qu'au niveau de la région de Dakar, nous avons aujourd'hui une pénurie. Il nous est extrêmement difficile d'attribuer de nouvelles fréquences FM pour les nouveaux demandeurs. Pour ceux qui veulent une fréquence radio, la seule solution, selon le DG de la RTP, Abdou Karim Sall, reste la radio numérique terrestre actuellement. Et des solutions existent. À l'image de ce qui s'est passé aujourd'hui avec la TNT, la télévision numérique terrestre, nous pouvons envisager ce qu'on appelle la radio numérique terrestre, la RNT. En faisant de la radio numérique, nous pouvons gérer, optimiser les fréquences parce qu'avec une seule fréquence, nous pouvons faire du multiplexage et faire passer plusieurs programmes de radio. Et toujours dans le cadre de ce contrôle des fréquences, les brouillages feront l'objet de sanctions de la part des attributaires. Les autres activités au quotidien dans le cadre de la gestion, c'est la gestion des brouillages. Vous savez, les attributaires de fréquences ont dans leur décision les puissances à ne pas dépasser. Parfois, par leur propre volonté, les utilisateurs augmentent de manière irrationnelle les puissances et qui risquent de d'éteindre sur les autres fréquences voisines. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous constatons le débrouillage, nous demandons aux uns et aux autres de faire les rectifications nécessaires après que nous-mêmes nous ayons fait les mesures. Et ceux qui ne vont pas respecter les procédures d'attribution de fréquences, leur radio sera tout bonnement fermée dans les prochains jours. Nous avons constaté dans les régions, je ne donnerai pas le nom de la région, qu'une radio émet sans autorisation dans le cadre de nos missions de contrôle. Et demain, Inch'Allah, une mission sera envoyée pour mettre sous scellé cette radio-là. Parlons santé à présent. Plus de 80 physiothérapeutes venus du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest en concertation pour une meilleure prise en charge des maladies neurologiques. Une prise en charge qui implique les communautés concernant surtout l'IMC, une maladie qui touche plus les enfants. Le rassemblement des physiothérapeutes de l'Afrique francophone plaide pour un renforcement des ressources humaines. Compte rendu signé Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. Maladies neurologiques, affections musculo-squelettiques, entre autres pathologies au cœur de ce séminaire. Physiothérapeutes sénégalais, nigériens, maliens
et experts venus d'autres pays du monde à l'école des techniques de prise en charge. Nous avons constaté que c'est les maladies qui aujourd'hui touchent beaucoup plus les populations, surtout les AVC. Nous avons dit aussi qu'il ne faut pas que l'on oublie nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté, même si ce n'est pas une maladie qui a, sur le plan épidémiologique, un grand taux, mais on sait que c'est des maladies qui aujourd'hui sont des maladies handicapantes, comme l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale. Et nous avons demandé à ce que les gens puissent nous accompagner par rapport à ça. Un accompagnement qui passe aussi par la rééducation à base communautaire, surtout dans le cadre de la prise en charge de l'IMC, infirmité motrice cérébrale. Il faudra renforcer la capacité de ceux qui aujourd'hui doivent prendre, parce que pour prendre en charge un malade, c'est d'avoir des connaissances aussi bien théoriques que pratiques. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la rééducation à base communautaire. Comme je vous l'ai expliqué, les déplacements sont coûteux. On peut apprendre à la maman certaines techniques de base qu'elle pourra même faire à la maison, qui permettront, même si le malade n'a pas les moyens de venir à l'hôpital, peut-être qu'il pourra faire à la maison, ne serait-ce que pour l'accompagner et éviter certaines situations d'ankylose ou de posture ou de spasticité par rapport à ce malade. Un travail à faire notamment par rapport au gap en ressources humaines. Les kinés ne sont pas nombreux. Malheureusement, il arrive parfois qu'on ait des promotions de 2, 3 ou 4 personnes. Ça ne sert absolument à rien que nous, Sénégalais, au départ, peut-être on avait la première école de kiné, on forme des kinésithérapeutes qui nous ont venus de la sous-région, ils sont retournés dans le pays, jusqu'à aujourd'hui avoir une intégration à un niveau que nous n'avons pas. Ce n'est même pas bon pour l'image même du Sénégal par rapport à son leadership en Afrique. Occasion pour les kinésithérapeutes sénégalais de plaider pour une création d'un corps d'accueil, ce qui leur permettra de bénéficier des avantages statutaires. Fatou Kinedem, les tradipraticiens ne sont pas exclus dans la prise en charge communautaire. Ce séminaire était aussi en partage d'expérience. Écoutons là-dessus le professeur Mike Landry, chef du département médecine de l'Université Duke en Caroline du Nord, et Sidi Ousmane Dieye, directeur des programmes de la Fédération mondiale de la physiothérapie. Ici, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'autres choses alentour du patient et de sa famille. Et même hier, on a on a aperçu quelque chose qu'on n'a jamais su au Canada ou aux États-Unis, c'est l'implication de Dieu et les pensées de Dieu et l'accès avec des praticiens traditionnels. Alors, quand nous, on est là, nous, on a appris aussi bien que nous, on est là pour enseigner les autres. Alors, pour nous, c'est un voie à 2 roues. Alors, on a appris et on enseigne en même temps. Et c'est ça, un partenariat qui est durable. Au niveau de la WCPT, nous avons sollicité le support du sous-groupe de la neuro qui s'appelle INPA, qui nous a donné des experts qui sont venus aujourd'hui faire des modules de formation en paralysie cérébrale, mais aussi en AVC. Donc, ceci s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des cliniciens, membres des différentes associations avec lesquelles nous travaillons. Propos recueillis par Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. Les forces de défense sénégalaises ont reçu ce matin un lot de moyens de locomotion pour la surveillance de nos frontières et une meilleure gestion de la migration. La cérémonie avait lieu ce matin à l'école des officiers de la gendarmerie sous la présidence du haut commandant de la gendarmerie nationale, Maïseigne. Compte rendu signé Cheikh Hassan Afal et Pape Sangoné Mbaye. Les forces de sécurité sénégalaises renforcent leurs équipements pour la surveillance de nos frontières, une initiative de l'Union européenne saluée par le commandement de la gendarmerie nationale. La seconde phase de la cérémonie de ce matin, qui concerne la remise de 12 motos Yamaha à ces 3 forces, illustre encore une fois votre ferme engagement à accompagner le Sénégal dans le cadre spécifique de la surveillance des frontières et en général la protection des personnes et des biens contre le grand banditisme, le trafic de drogue et le péril terroriste. Une dotation qui vient compléter des actions allant dans le sens de la surveillance de nos frontières. 12 motocyclettes qui viennent compléter une donation antérieure de 13 véhicules pick-up et une donation qui précédera une autre de 6 vedettes fluviales qui permettront de patrouiller les frontières fluviales du Sénégal. Mais au-delà des équipements,
La plus grande contribution physique du projet reste néanmoins le renforcement territorial des services aux frontières par la construction d'infrastructures. Au total, ça a été mentionné par le colonel, ce sont 8 nouveaux postes frontières avancés conjoints qui ont été construits et un qui a été rénové. Des soldats qui ont eu à bénéficier d'une formation pour mieux gérer la question de la migration. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités en matière de surveillance des frontières a permis de former les agents, d'une part, sur les modules spécifiques et d'autre part, sur l'utilisation des moyens de surveillance achetés dans le cadre du projet. Gendarmes, policiers et douaniers se voient ainsi mieux outillés avec la dotation de ces moyens roulants et navigants pour veiller à la sécurité des personnes et des biens. Au monde de sport, avant de refermer cette édition, le maire de Dieuppeul-Derklé subventionne les associations sportives et culturelles de sa localité, des terrains sportifs réhabilités en vue d'un développement communal. Son objectif, faire de la commune de Dieuppeul-Derklé une commune sportive. Chergué, que je vous propose d'écouter au micro d'Aïssa Toupaï. Comme chaque année, dans le budget, nous prévoyons d'accorder des subventions conformément à la loi aux associations sportives et culturelles de la commune. Cette année, nous avons pensé, compte tenu des difficultés, il était possible aussi d'arriver à 500 000 francs, ce que nous avons pu faire. Il y a maintenant l'équipe de basket de Développe qui est maintenant en division 1 et qui joue en championnat national. Nous avons pensé qu'il était important de soutenir cette équipe-là en portant la subvention à 2 millions. Aujourd'hui, nous avons pu clôturer tous les jardins. Et nous pensons que la prochaine étape sera l'engazonnement d'un des terrains pour permettre aux populations de Dieuppeul d'avoir un environnement incitatif à la pratique du football. Mais les subventions, ce n'est pas seulement les équipes de football et les équipes de basket. Il y a aussi les arts martiaux, il y a la pétanque, il y a le Scrabble, il y a les écoles de football. Donc, tout ce qui tourne autour d'activités sportives, culturelles, aujourd'hui, ont reçu leur subvention. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Et tout à l'heure, tout de suite même, vous avez rendez-vous avec Mamadou Brakan dans l'invité du 20h. Mamadou, bonsoir.